La SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. C'est une question qu'on m'a souvent posée sur pourquoi ce syndrome a tendance du coup à te faire prendre du poids ou à t'empêcher de perdre du poids. Et bien aujourd'hui, pour ça, je discute avec Maxime qui est diététicien et qui est spécialisé typiquement dans la prise en charge des SOPK et des problèmes thyroïdiens. J'espère que cette vidéo va te plaire parce que vraiment, on a discuté de beaucoup de sujets ensemble. C'est une véritable masterclass. Let's go! Yes, du coup, moi c'est Mignotte Maxime, du coup c'est Love Your Nutrition au passage. C'est comme ça que je m'appelle sur les réseaux sociaux. Et du coup, je suis spécialisé sur la santé féminine, notamment la thyroïde et surtout le SOPK. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est en podcast aujourd'hui ensemble. Du coup, je crois que tu voulais me demander ce que c'était un petit peu le SOPK, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, déjà, juste pour qu'on te connaisse un petit peu, alors moi je te Ouais. connais des réseaux. Déjà une question tout bête, mais voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie déjà toi de te lancer un petit peu sur les réseaux et de parler de ça? Parce que c'est pas un sujet fréquent et c'est Mhm. vraiment une spécialité pour le coup, comme tu disais, t'as pas commencé comme diététicien au départ et c'est un parcours qui est légèrement différent, je crois, pour toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, en gros, j'ai démarré par de la perte de poids, donc par ma propre perte de poids, où j'ai perdu plus de 20 kilos. Et du coup, l'alimentation, ça m'a toujours intéressé, bien entendu. Et de fil en aiguille, je m'y suis intéressé de plus en plus. J'ai commencé par donner des conseils sur les réseaux. Ensuite, j'ai fait une certification en physiologie. Ensuite, tout simplement, je me suis rendu compte que je m'y connaissais pas suffisamment malgré la certification. Ce qui fait que j'ai commencé justement à lire voilà, des petites études, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas armé plutôt, ou je ne pouvais pas lire les études scientifiques correctement. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé une certification en lecture d'analyse scientifique, où en fait on nous a appris à tout simplement décortiquer plus ou moins une étude de A à Z. Alors quand je dis de A à Z, évidemment pas comme les chercheurs, hein, on n'a pas les mêmes compétences, mais au moins, ça nous permet de hiérarchiser en fait les papiers scientifiques que l'on retrouve, que l'on lit. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis intéressé aux maladies de santé féminine, aussi parce que dans mon entourage, donc ma mère avait un problème à la thyroïde et prenait le lévothyrox. Donc, pour toutes les personnes, toutes les femmes qui ont une hypothyroïdie, elles connaissent forcément ce médicament plus ou moins générique, j'ai envie de dire. Et au SOPK aussi, parce que sur les réseaux, on voyait un petit peu tout et son contraire, notamment sur la perte de poids. Et c'est comme ça que j'ai démarré en fait sur le SOPK, c'est qu'il y a une amie qui avait ce syndrome et qui avait écouté les conseils du coup du naturopathe qui était assez connu, qui disait que c'était normal de ne pas perdre de poids avec un syndrome des ovaires polykystiques. Et en fait, j'avais commencé les recherches sur cette base-là, en fait. Voilà. En me disant, tiens, est-ce que vraiment ce syndrome chez les femmes, est-ce que vraiment ça freine littéralement la perte de poids? Et je voulais donner cette réponse du coup à mon ami hein, à cette époque-là. Donc je crois que c'était en 2020-2021, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc du coup, de fil en aiguille, je me suis spécialisé, même sans le faire exprès, sur la santé féminine aussi, parce que la thyroïde, bon, pour celles qui ne le savent pas, c'est 90% les femmes. Donc en fait, c'est plus on va dire c'est 9 femmes sur 10 pour un homme sur 10 quoi. Donc ça touche vraiment 9 fois plus les femmes que les hommes. Et du coup, j'ai continué là-dessus. Ensuite, il y a eu voilà, le SPM, l'endométriose, la ménopause, enfin, voilà, tout ce qui était relatif à la santé des femmes. Super, super. Et c'est vraiment un sujet qui est super intéressant là-dessus parce que moi j'avais interviewé, c'était Émilie Rimbert qui a fait le livre Entraînez-vous comme une femme et pas comme un homme. Et Mhm. comme on a dit, les hormones chez la femme, c'est quelque chose vraiment où on est sur des cycles et sur pas mal de choses quand même qui sont parfois assez complexes. Et vu que la thyroïde, ça reste un régulateur quand même, Mhm. automatiquement, ça peut causer quand même pas mal de soucis. Et donc, Ah du coup, clairement, ouais. Je disais ouais clairement parce que moi c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est le côté alors ça je l'ai entendu quand j'ai démarré, c'est le côté chef d'orchestre un petit peu du corps. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé en me disant bah tiens, si tu comprends comment fonctionne le chef d'orchestre, il y a de fortes probabilités que tu puisses comprendre pas mal d'autres choses sur la santé.
Et en fait, c'est ça aussi qui m'a attiré, au-delà du fait simplement aussi d'aider et de régler les problèmes de perte de poids, de métabolisme, etc. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a permis de mieux comprendre la thyroïde, mieux comprendre le métabolisme et de m'ouvrir des portes sur la santé des femmes, quoi. Hmm. Et du coup, me vient une question, c'est, voilà, on entend énormément de choses sur hypothyroïdie, hyperthyroïdie, le levothyrox pour essayer de réguler ça. Mm. Déjà, c'est quoi concrètement la thyroïde et Ok. en quoi, en fait, elle est importante pour nous déjà en général, que ce soit homme ou femme? D'accord. En gros, la thyroïde, c'est une petite glande qu'on va avoir au niveau du cou, juste là, à peu près, hein, c'est voilà, une glande en forme de papillon. Et l'idée, c'est qu'elle va produire des hormones. Alors, ces hormones, elles sont produites directement par la thyroïde, mais il y a un système qui fait que, en fait, les précurseurs des hormones thyroïdiennes, c'est dans le cerveau. Et du coup, c'est par l'hypothalamus, l'hypophyse, etc. Donc, notamment, on a une hormone qui est très connue, la TSH. Elle n'est pas créée par la thyroïde, elle est créée par l'hypophyse, pardon, plutôt. Et donc, du coup, on va avoir une régulation où ces hormones qui sont créées donc, sont la T3 et la T4. Donc, la T4, donc, pour en faire en très très gros, la T4, c'est connu comme étant l'hormone inactive et la T3 est connue comme étant l'hormone active. Et ce qui va se passer pour que ce soit les hommes ou les femmes, c'est qu'en fait, il y aura un fonctionnement sur quasiment tous les tissus, c'est-à-dire dans le métabolisme cellulaire, que ça soit au niveau des os, que ça soit au niveau des muscles, que ça soit au niveau du tissu adipeux brun notamment, que ça soit au niveau de la thermogénèse ou du métabolisme de base, etc., etc. Et même pour tout simplement le fœtus, les enfants, etc., pour la croissance notamment aussi. Donc en fait, c'est juste littéralement indispensable pour toutes les fonctions vitales quasiment du corps humain, que ce soit pour grandir quand on est un enfant ou un bébé, ou que ce soit pour se maintenir quand on est un adulte. Voilà. D'accord. Donc pour le schématiser, en fait, ni plus ni moins, ça va être vraiment la carte mère de notre voiture ou de notre corps qui va permettre de renvoyer les signaux, de permettre de réactiver le métabolisme. Donc du coup, bah, d'envoyer plus de gaz, moins de gaz, et ainsi de suite, pour pouvoir réguler notre corps. Exactement. S'il y a un problème au niveau de la thyroïde, ça va mettre certaines activités au niveau de certains organes. Je ne vais pas dire jusqu'au ralenti, mais on va dire que ça va quand même avoir un impact négatif sur des symptômes. Notamment, un des symptômes, pour illustrer un petit peu le propos, qu'on retrouve très souvent dans l'hypothyroïdie, c'est la chute de cheveux, typiquement. Corrélé bien évidemment avec le métabolisme du fer, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que c'est un des symptômes de l'hypothyroïdie. Ça montre bien, effectivement, comme tu le disais, que c'est un petit peu la carte mère, c'est-à-dire que si jamais c'est mal régulé, on peut avoir des problèmes vraiment, littéralement, on va dire un petit peu partout. Il y a un autre symptôme qui est très connu aussi, c'est avoir la plante des mains et des pieds, notamment un peu jaunâtre. Ça aussi, c'est assez connu. On peut avoir aussi être très frileux, c'est-à-dire même avoir, pourquoi pas en hiver, le bout des mains, le bout des pieds un peu, je vais pas dire bleu, mais voilà, ça peut être un peu pâle. Donc voilà. Donc vraiment, ça a des effets partout, quoi. Pareil on en parlera peut-être aussi durant le podcast, mais pareil sur le métabolisme encore des graisses, notamment le tissu adipeux brun, les muscles aussi, la consommation d'oxygène par les muscles, etc., qui a directement un impact sur le métabolisme basal. Voilà. Donc voilà, vraiment, ça fait tout. Une carte mère, je pense que c'est la bonne image en vrai, pour le coup. Ouais, c'est un peu comme ça, moi, je le schématise ou que j'essaye de l'expliquer quand j'explique ce que c'est la thyroïde aux personnes. Parce que c'est vrai que bah, par moment, ça paraît pas, mais on a un corps qui est très bien fait, mais par moment, quand on connaît le milieu, on peut utiliser nos langages, mais c'est vrai que quand on commence à parler à du tout venant, bah, par moment, il faut trouver des pirouettes pour se faire comprendre Ouais. et imaginer les choses. Et donc, du coup, bah, la SOPK, parce que la SOPK, c'est vrai que Mm. alors, ma conjointe a une SOPK et D'accord. au début, elle relaxe, respire, ça va le faire. Du coup, je lui ai dit, en plus de s'abonner à ton compte au passage, mais Ah, c'est gentil. c'est tant qu'à faire quand même. Mais du coup, on entend tout et n'importe quoi. Et ça, c'est la Ouais. vérité pour le coup. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est la SOPK exactement? Comme ça, au moins déjà, on va rétablir quelques sources de vérité. Ok. Alors, le SOPK, comme son nom l'indique, en fait, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Le principe est extrêmement, entre guillemets, simple, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a un syndrome qui est sur les ovaires, et le principe, c'est que les ovaires sont
polykystiques. Alors, certaines femmes, peut-être, si jamais elles nous écoutent, ne vont pas être d'accord parce qu'en fait, ce ne sont pas des kystes, ce sont plus ou moins des follicules. Donc, en fait, les femmes ont un certain nombre de follicules, soit sur un ovaire, soit sur les deux. Et en fait, c'est en fonction de ce nombre de follicules ou de ce volume ovarien total qu'on va définir si oui ou non la femme aura un SOPK. Alors, quand je dis en fonction de ce critère, c'est un des critères. Mais en tout cas, ça, voilà, c'est obligatoire. Donc, en fait, le syndrome, il vient juste de ça. C'est vraiment le côté ovaire polykystique. Et le terme syndrome, alors du coup, là, pour le coup, on a juste expliqué le terme ovaire polykystique et le terme syndrome. On a ajouté le terme syndrome. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a des conséquences qui sont métaboliques. S'il n'y avait pas de conséquences métaboliques, on n'aurait pas ce terme de syndrome. Et les conséquences métaboliques, ça va notamment être au niveau des androgènes. Donc, ça, c'est le deuxième critère de diagnostic du SOPK. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hyperandrogénie. L'hyperandrogénie, elle peut être de deux types. Alors, soit elle peut être déterminée biochimiquement, c'est-à-dire via des analyses sanguines directement chez le médecin, l'endocrinologue ou quoi que ce soit, ou tout simplement de manière clinique. Donc, on pense notamment à l'hisurtisme, donc qui est la pilosité chez les femmes. Il y a aussi l'alopécie, il y a aussi l'acné, mais vraiment, on va dire le symptôme d'or, on peut dire ça comme ça, c'est vraiment l'hisurtisme. C'est-à-dire que vraiment, 80% des femmes en SOPK présentent de la pilosité excessive. Alors, bien évidemment, à des niveaux différents, mais c'est c'est vraiment le galon d'or, j'ai envie de dire, pour déterminer est-ce qu'on a une hyperandrogénie ou pas. Ouais. Et ouais, souvent, quand on utilise le mot SOPK, mais surtout kytique, on est toujours en train d'imaginer voilà, des kystes qu'on a sur les ovaires, mais non, voilà, c'est vraiment ces follicules qu'on a. Et voilà, moi je me rappelle, j'ai écouté qui disait, ah tiens, il y a du monde quand même dedans. Mais, mais du coup, voilà, c'est vraiment les follicules. Donc, c'est pas des kystes Ouais. qui sont en train de pousser, c'est vraiment, voilà, c'est juste le nombre de follicules qui est, on va dire, beaucoup plus important et pas forcément sur le même degré de maturité. Donc, du coup, Exactement. ça C'est crée. exactement ça, parce que comme il y en a, alors de mémoire, je crois que c'est une vingtaine. Il en faut un peu plus de 20. Après, ils sont pas tous d'accord hein, dans le Ouais. monde au niveau. Donc, Ouais, c'est ça, c'est un petit peu compliqué. Surtout dans l'histoire du SOPK, ça a évolué. Hein, ça n'a pas toujours été 20 follicules qu'il a fallu dans l'histoire. Mais là, à l'heure actuelle, en tout cas, les recommandations, les guidelines internationales, comme on dit, clairement, c'est autour de 20 follicules. Ou sinon, on peut aussi faire avec le volume ovarien. Bon, là, pour le coup, c'est autre chose. Mais en tout cas, au niveau des follicules, ça peut être sur un ou deux ovaires à raison de 20 et plus. Et donc, du coup, ils ne sont pas tous, comme tu l'as dit, à la même maturité. Et voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on détermine la morphologie polykystique, justement. c'est ça. Et donc, du coup, voilà, pour les femmes qui sont atteintes de ça, donc il peut y avoir des symptômes visibles. Donc, comme tu l'as dit, voilà, l'hyperpilosité qui peuvent arriver. Alors, on se rassure, c'est pas, voilà, alors, on se transforme pas en singe, hein. Faut Mm. s'assurer, Non, hein, bien sûr. parce que je l'ai entendu. Après, ouais, il peut y avoir d'autres cas, après des symptômes des fois un peu plus compliqués, comme des pertes de règles, des problèmes d'ovulation, des Mm. problèmes pour procréer. Donc, c'est quelque chose quand même qu'on entend beaucoup maintenant et qui est beaucoup plus contrôlé. Après, j'ai envie de dire, ben voilà, le mieux pour le contrôler reste toujours l'analyse sanguine, comme ça au moins, bon, on pose le diagnostic et on est tranquille là-dedans. Mais du coup, cette maladie, au-delà, comme tu l'as dit, c'est un syndrome parce que ça atteint aussi le métabolisme. Et donc, du Mhm. coup, pour les femmes qui ont cet objectif, du coup, de perte de poids, souvent, on vient mettre le SOPK comme vraiment la pierre angulaire qui empêche à tout prix la perte de poids ou c'est la cause de la prise de poids. Donc, toi, Ok. par rapport à ça, et par rapport à toi, ton expérience, parce que tu accompagnes des femmes qui sont dans ce Ouais, cas-là, totalement. quelle est un petit peu ton approche? Comment tu vois les choses? Alors, en gros, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que en général, et ça arrive parce que bah, c'est humain en fait, c'est ce qu'on appelle une causalité inversée. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une prévalence des femmes en SOPK qui vont être dans une surcharge pondérale. Quand je parle de surcharge pondérale ici, on va prendre le surpoids et l'obésité dans le même terme. Mhm. Et en fait, en gros, cette surcharge pondérale, elle va être, je dirais, on va dire, allez, entre
c'est très très vaste, hein. Donc ça peut être entre 30% et 60% des femmes en SOPK. Donc c'est quelque chose qui est assez vaste en fait comme symptôme. Et en fait, comme il y a une corrélation entre la maladie et la surcharge pondérale, effectivement, bah, on va directement associer, ce qui est humain forcément, on va directement associer la maladie comme cause en fait de la surcharge pondérale. D'autant plus qu'il va y avoir des facteurs physiologiques qui vont venir soutenir cette hypothèse, notamment voilà, la perturbation de certains androgènes ou de l'insuline ou encore une fois de certaines hormones. On va dire c'est une maladie hormonale, il y a des difficultés, le corps ne fonctionne pas de la même manière, donc il va stocker plus. C'est entre guillemets, c'est une hypothèse ou du moins une affirmation qu'on va trouver relativement rapidement et facilement bah parce que tout simplement, ça nous semble logique au premier abord, tout simplement. En fait, c'est une causalité inversée dans le sens où bah, en fait, le SOPK en lui-même ne fait pas vraiment prendre du poids. Ce qui cause la prise de poids dans le SOPK, alors je vais même dire l'inverse, parce qu'aujourd'hui, on a des, alors ça peut être choqué, hein, mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des études avec des randomisations mendéliennes. En fait, c'est de l'épidémiologie génétique, c'est-à-dire qu'on va voir de manière génétique sur de l'observation pendant voilà, des années, etc. On va voir s'il y a des facteurs qui expliquent génétiquement certaines observations. C'est ça qu'on fait. Et en fait, bah, l'idée, c'est que le SOPK ne va pas causer la prise de poids parce qu'on a le SOPK. Mais ce qui va se passer, c'est que tous les symptômes, les signes cliniques qui vont être difficiles à vivre, je parle par exemple de l'alopécie, de l'hirsutisme, je parle notamment aussi de la fatigue, ça peut être aussi des perturbations du sommeil, etc. Parce que l'apnée du sommeil est en corrélation également avec le SOPK. Et bien tout simplement, ça va rendre beaucoup plus difficile la mise en place d'un certain style de vie, d'un certain déficit calorique pour perdre du poids, par exemple, d'une certaine bonne alimentation, parce qu'aussi il y a la pression. Il y a aussi tout ce qui est anxiété, stress ouais, alors, anxiété, stress en général. Il faut savoir qu'il y a déjà comment dire, des études qui ont analysé en fait comment se sentaient les femmes lorsqu'elles avaient le diagnostic directement, quand le diagnostic tombe. Et ben voilà, hein, c'est assez parlant parce que on va avoir, euh, on va avoir peut-être une vingtaine de pourcents. Alors là, je fais vraiment avec ma mémoire, donc peut-être que c'est pas Oui, exactement non. ça, mais on va avoir peut-être une vingtaine de pourcents qui vont ressentir une forte anxiété, 60% de la tristesse, etc., etc. Donc en fait, on a beaucoup de pression à ce niveau-là dès le diagnostic. Et en fait, du coup, c'est ça qui va moduler le comportement alimentaire. Et ensuite, une corrélation pardon, inversée, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est aussi le fait d'être en surcharge pondérale qui va faciliter le développement du SOPK. Parce que je le rappelle, le SOPK, c'est pas juste des follicules, c'est aussi un syndrome. Et le syndrome, c'est des paramètres métaboliques qui ne fonctionnent pas très bien. Et en fait, la surcharge pondérale, à partir d'un certain seuil, je dis pas qu'il faut avoir les abdos, pas du tout, mais à partir d'un certain seuil, et ben en fait, va entretenir cette production d'androgènes, va entretenir cette modification en fait du bilan lipidique, du bilan glucidique. Et en fait, du coup, oui, la surcharge pondérale, quelque part, va aggraver certains symptômes du SOPK, voire même peut-être déclencher certains symptômes dus au SOPK. Donc, c'est une corrélation inversée. C'est pas vraiment le SOPK directement qui va créer la surcharge. Par contre, c'est le fait voilà, d'être anxieuse, d'être stressée, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas être soutenu aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est pas très très bien connu en France, le SOPK, malheureusement. Et en fait, c'est avec toutes ces informations qui se contredisent, on ne sait pas trop quoi mettre en place, on a des symptômes qui un peu nous gâchent la vie. Bon, voilà, hein, pour tout ce qui est pilosité et acné, par exemple, bah, voilà, c'est difficile aussi d'être sociable parce que voilà, le regard des autres toujours par rapport à la société, hein, pareil. Donc, effectivement, tout ça mis bout à bout, on va avoir une prévalence de surcharge pondérale dans le SOPK. Donc, Ouais. est-ce qu'on peut résumer avec le SOPK fait prendre du poids? Je pense qu'on peut dire oui et non, c'est-à-dire que le syndrome en lui-même, non. Mais tout mis bout à bout, en fait, on peut justifier le pourquoi en fait des femmes bah, en finissent par prendre 5, 10, 15 kilos avec un syndrome comme le SOPK, bah, parce qu'au final, il y a beaucoup plus qu'une seule problématique dans le lot, quoi. Ouais, en fait, tu l'expliques bien parce que en fait, le SOPK en lui-même,
ne va pas faire prendre de poids, mais en fait, le problème, c'est qu'il vient créer un terrain propice à avoir des comportements alimentaires ou à des comportements, on va dire, des habitudes de vie, ben, qui vont induire cette prise de poids. Et une fois que c'est fait, le problème, c'est que ben, ça va se cumuler et ça va créer ce cercle, entre guillemets, vicieux qui C'est peut ça. arriver et qui peut donner cette impression de ben, j'ai un SOPK, je prends du poids et j'arrive pas à perdre du poids parce que j'ai un SOPK. C'est ça, exactement. Et c'est souvent ce qu'on voit, hein, moi-même dans mes coachings pour le SOPK, c'est très 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 souvent le cas. Voilà, on se demande, bah tiens, est-ce qu'il y a quelque chose à faire de spécial? Alors oui, bien sûr, il y a des choses spécifiques au SOPK, mais là pour le coup, pour le coup, tout le monde pourrait le vérifier. Mais une des guidelines internationales, donc la première mesure de traitement thérapeutique, là je parle vraiment sincèrement de traitement thérapeutique, ils sont tous d'accord dans le monde aujourd'hui, et c'est dans les papiers scientifiques, c'est la perte d'environ 5% de son poids corporel de base. Et donc, en fait, ça, c'est le premier traitement thérapeutique. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, la diminution, la perte de poids et le fait d'être en déficit va permettre une amélioration, une diminution plutôt de la production d'androgènes et également bah, le tissu adipeux, donc la graisse, hein, à purement parler, euh, contrairement à ce qu'on pense, c'est un tissu qui est actif. Donc, il produit des hormones, il est actif aussi sur le métabolisme basal, etc., etc. Donc, en fait, il n'est pas juste vide, c'est pas juste une réserve de graisse, en fait. C'est Voilà. beaucoup plus que ça. Donc, il y a des effets. C'est bien de le rappeler parce qu'en fait, et alors tu dois le voir aussi, le fait qu'il y ait des personnes qui sont en surpoids ou en obésité et qui, comme seul réflexe, vont être je mange de moins en moins, je mange de moins en moins parce que en fait, j'ai que du gras. Donc du coup, en fait, j'ai pas besoin d'énergie, ça consomme pas d'énergie. Et en fait, quand tu leur expliques que bah, en fait, bah, par rapport à ton poids et par rapport, même si t'es pas très actif, bah, oui, tu consommes de l'énergie parce que bah, cette masse grasse consomme de l'énergie, est active. Et c'est aussi, comme tu le dis, bah, libère des hormones et amplifie du coup ces symptômes de l'androgénie. Ah, j'ai du mal à le dire ce mot à chaque fois, moi, androgénisation. C'est ça, Parce que exactement. voilà, et c'est pour ça qu'on voit des fois, typiquement, voilà, des femmes qui sont en obésité, bah, avoir une pilosité un peu plus importante, avoir des certains traits masculins un peu plus importants dus à ce stockage de masse grasse. Là, Mais c'est ça. faut le C'est comprendre. exactement ça. C'est parce qu'en fait, il est actif et même sur le métabolisme de base aussi. Donc, ça veut dire Ouais, même sur la dépense calorique, en fait, c'est ça. il est aussi très actif. J'avais fait récemment, alors quand je dis récemment, c'était il y a quelques semaines, hein, j'avais fait une publication qui montrait une étude entre deux groupes de femmes qui ne pesaient pas du tout le même poids. Je crois qu'il y avait 20 ou 25 kilos de différence entre les deux groupes en moyenne des femmes. Et en fait, on a calculé leur taux métabolique basal, donc techniquement ce qu'elles dépensaient en termes de calories au repos, sans sport, sans NID, vraiment rien. Et en fait, le taux métabolique était drastiquement différent. Et bien évidemment, comme c'est une étude, on prend en compte les variables externes qui peuvent expliquer ça. Il n'y avait pas de différence sur la masse maigre, donc la masse musculaire. Donc en fait, c'était vraiment le côté, le tissu graisseux qui expliquait pas moins de à peu près 300 calories de différence sur le métabolisme basal. Mais bien évidemment, je préfère préciser aussi, il y a quand même 20 kilos de différence ou 25 kilos de différence pour ces 300 calories de Oui, dépenses voilà. énergétiques, hein. Donc voilà. Et effectivement, le tissu graisseux va entretenir tout simplement la production d'androgènes. Même au niveau de la résistance à l'insuline, c'est pareil, au niveau de l'insuline aussi. Et en fait, ça va créer ce cercle vicieux. Même au niveau aussi de l'activité ovarienne, hein, ça va avoir aussi un impact parce que la testostérone va avoir un impact aussi sur les œstrogènes, etc. Bah, notamment, justement, bah, voilà, ça va augmenter un petit peu tout ça, aggraver un petit peu tout ça. Et une des techniques, on va dire, pour s'en sortir, c'est déjà commencer à diminuer son poids corporel sous un certain seuil. Voilà. D'accord. Et ça, ouais, de toute façon, voilà. Alors, et comme tu dis bien, voilà, pas besoin de voir les tablettes de chocolat parce que moi, Oui. j'ai même tendance à dire, voilà, quand on commence à voir les tablettes de chocolat, c'est que peut-être bien qu'en fait, là, il y a peut-être des petites choses à voir au niveau nutrition parce que c'est pas forcément signe de bonne santé, des fois. Ah non, pas du tout. Ouais, Non, pas voilà. du tout. Je trouvais que c'était important de le dire parce Ouais, que
Quand on parle de perte de poids, généralement, on va se fourvoyer très, 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 très fréquemment. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, il faut être, surtout sur Instagram aujourd'hui, on a une bulle de fitness qui est énorme. On Ah, choisit qui on c'est suit, donc on polarisé crée à mort, hein, aussi. de toute façon. Donc, Ouais, mais c'est ça, c'est clairement ça. On crée notre bulle de social sur mm, Instagram. Et en fait, aujourd'hui, quand on dit passer sous la barre d'un certain seuil ou ne pas avoir de surcharge pondérale, je préfère prévenir tout le monde. Ça ne veut absolument pas dire avoir des abdos visibles. Ça ne veut absolument pas dire avoir des abdos tout court. Ça peut, voilà, c'est pas avoir une surcharge pondérale, c'est avoir un tissu graisseux, enfin avoir de la masse grasse qui soit supérieure à un certain seuil, et ce seuil-là est un seuil qui est déterminant pour des risques en plus sur des maladies, sur le métabolisme, etc. Mais on peut très bien avoir du gras, bon, d'ailleurs, au-delà du fait que ça soit important d'en avoir, bien sûr, oui, mais on peut très bien aussi en avoir sans avoir de problématiques si on est en dessous de ce seuil-là. Voilà, tout simplement. mm, Donc techniquement, si on a un petit bourrelet, en soi, mm. il y a pas de grosses problématiques liées à ça. C'est vraiment on parle vraiment d'une grosse surcharge pondérale ou d'une surcharge pondérale significative. Tout à fait. Et alors, je te prends la balle au bon parce que tu m'as parlé de gras. Et alors, moins maintenant, je trouve. Maintenant, on a décidé que c'était le sucre le problème. Avant, c'était le gras, maintenant, c'est le sucre. Et pour ça, pour Ah ouais, les ça me parle. générations, on n'est pas sur les mêmes conneries. Mais bon, après, il y en a certaines qui font des révolutions. Mais C'est la référence. Mais C'est la au-delà de référence. ça, les lipides et surtout l'importance des lipides chez la femme, je pense par moment, c'est bien de le rappeler en fait, est extrêmement important parce que les lipides rentrent dans tout ce qui va être hormonal. Et donc, du coup, si Mm. on commence à dire je veux perdre du poids, je supprime le gras, bah, en fait, ça peut faire un effet boomerang quand même qui est pas cool du tout. Non, non, du tout. Faut rien En fait, pour perdre du poids, faut rien supprimer. Même en soi, les macros Voilà. vont être importants sur tout, hein. C'est que ce soit les protéines, les lipides, les Les glucides, glucides. etc. Et effectivement, du coup, à partir du moment où on essaye de toute façon de supprimer en fait quelque chose, c'est pas durable. Et c'est là où, par exemple, c'est là où moi, ce que j'aime bien dire en règle générale, c'est alors, c'est pas moi qui le dis, hein. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase. C'est la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et en fait, en gros, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, moi en tout cas, je l'aime bien cette phrase parce que c'est vrai que je lis énormément d'études. Ouais. Et c'est vrai que quand on va voir mon Instagram, on peut croire que, voilà, sous prétexte qu'une étude dit un truc, bah forcément, il faut l'appliquer. Et c'est pas du tout le cas. En tout cas, les femmes qui travaillent avec moi le savent mieux que quiconque. C'est absolument pas du tout le cas. Et en soi, il y a certaines choses, par exemple, qui sont étudiées. Donc, je pense aux diètes très très basses en glucides, donc la diète cétogène qui est utilisée dans toutes les maladies aujourd'hui. Je pense également aux diètes très basses en lipides également, qui existent aussi, c'est très étudié. Et en fait, c'est pas parce que l'étude va montrer des effets positifs significatifs sur les analyses sanguines ou sur la perte de poids que en fait c'est forcément applicable et à appliquer dans la vie, parce que bah, encore une fois, une étude, ça reste dans un certain contexte pendant un certain temps. Et voilà, c'est ça exactement. Et en fait, en gros, nous, bah, voilà, on est des êtres humains. On a une famille, on a une vie, on a un travail, voilà, on a différentes choses qui font que on peut pas manger entre guillemets dans une diète cétogène toute sa vie ou dans une diète très très basse en lipides toute sa vie, parce qu'il y a forcément des moments où bah, voilà, on sera amené à consommer d'autres types de choses. Et du coup, c'est vraiment bien de le rappeler que la perte de poids, c'est d'abord une question de balance énergétique en termes d'efficacité. Et bien évidemment, il y a de multiples facteurs secondaires qui vont impacter l'apparition ou la disparition de cette balance énergétique. Mais en tout cas, c'est clairement pas la suppression d'une catégorie alimentaire ou d'un macronutriment qui va, par magie, faire perdre du poids sur le long terme, peut-être sur 3 à 6 mois. Mais encore une fois, moi, c'est comme je dis en coaching, quand on se revoit dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, moi, je mets ma main à couper que la plupart des gens qui ont fait ce genre de choses, malheureusement, bah, auront repris le poids d'ici là, en fait. C'est ça. C'est ça, et j'ai envie de dire, alors moi, il y a une série que je regarde pas, mais pour le coup, ils ont fait une étude dessus. La Mhm. série américaine, tu sais, où les coachs font perdre des poids aux personnes obèses. Ah, c'est avec Chris Powell, non? Comme, Ouais, je vois. ouais, ouais. Oui, oui. Et là, c'est magnifique parce qu'en fait, tu les vois, ils perdent du poids, c'est magnifique de dire. Et je crois bien qu'il y a quasi 90% des personnes
qu'ils reprennent, voire même plus derrière dans l'année qui suit. Parce que Oui, typiquement, bah oui, ils sont dans un environnement contrôlé, ils sont dans quelque chose qui est vraiment scindé. Donc oui, ça marche, c'est magnifique, c'est génial. Mais le problème, c'est que dès que bah, on va les relâcher dans leur ancien environnement et dans leurs anciennes habitudes, bah, on reprend les choses. Donc, et c'est pour ça que la plupart bah, reprennent et reprennent des fois même plus de poids parce qu'ils ont été tellement frustrés pendant un temps que derrière, quand ils relâchent les chevaux, c'est catastrophique. ah, mais c'est catastrophique, c'est ça. Puis même dans l'émission de mémoire aussi, ils changent tout l'environnement. Ah oui? Euh, Sauf que malheureusement, bah, l'environnement, il est changé de manière forcée, c'est-à-dire que c'est pas la personne qui le souhaite, effectivement, jusqu'à retaper carrément des pièces. Je me souviens, je crois que j'ai cette mémoire-là. Je me souviens, ils retapent des pièces carrément. Donc en fait, effectivement, l'environnement, ça va être important, mais il faut que ça soit, bah, faut déjà que ce soit la personne qui choisisse déjà, pour commencer. Et en plus de ça, après, il faut que ça soit aussi dans une certaine. Enfin, il faut que ça soit crescendo, en fait. Passer de tout à. Enfin, de rien à tout, plutôt. Bah, du coup, ça peut être problématique. Et aussi, c'est cette difficulté qu'il y a dans le SOPK ou dans les maladies hormonales. Moi, dans mes appels découvertes, quand j'ai des femmes qui veulent se renseigner, je prends toujours 1 heure de mon temps pour leur donner les informations. Voilà, elles sont pas du tout obligées de démarrer après. Je fais vraiment voilà, 1 heure de mon temps comme ça, gratuitement, etc. Je leur explique tout. Et je leur dis une chose, je leur dis une des difficultés dans les maladies hormonales, c'est de savoir ce qui est dépendant de la maladie et savoir ce qui est indépendant de la maladie. Parce que si on pense que la perte de poids, ça n'a pas de difficulté euh, indépendamment de la maladie hormonale, en fait, on se trompe. Et c'est à ce moment-là où on commence à mettre tous les symptômes existants sur le dos de la maladie. Et c'est là où, en fait, on va se tromper. C'est-à-dire qu'on va se dire, bah, tiens, j'ai le SOPK, j'ai ce symptôme, donc c'est forcément le SOPK. Et bah, même si le SOPK est diagnostiqué, ce n'est pas nécessairement le SOPK qui crée ce symptôme-là. Et ça, c'est important de ne pas faire l'amalgame entre chaque chose, parce que du coup, c'est pour ça que la perte de poids est difficilement durable. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire, je perds pas de poids. On va se dire, c'est la maladie. Et en fait, du coup, on va se détacher des facteurs primaires qui vont causer la perte, à savoir, bah, c'est peut-être pas la maladie, en fait, c'est peut-être la gestion alimentaire, c'est peut-être la frustration, c'est peut-être la quantité de ce qu'on consomme, parce que bah, voilà, peut-être que c'est pas une honte, hein, on n'est pas tous du domaine, c'est normal de ne pas avoir le même niveau de connaissance sur la nutrition, c'est logique, mais voilà, c'est peut-être aussi ça. Et en fait, ça, on va pas le voir, on va pas l'analyser. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on va avoir cette maladie-là, on a le SOPK, donc nécessairement, on n'arrive pas à perdre. Et ben en fait, dans la plupart des cas, je vais même aller plus loin, en fait, tout le temps. Je vais même être très franc, tout le temps, 100% des cas. euh, les femmes perdent du poids dès le début du coaching. Il y a pas besoin d'attendre 1 mois ou 2 mois, il n'y a pas besoin, c'est dès le début. Malgré leur maladie hormonale, parce qu'en fait, on limite, on fait 2 cases symptômes liés à la maladie et symptômes non liés à la maladie, et on sait sur quoi se concentrer. Et la perte de poids crée des difficultés qui sont indépendantes des difficultés que crée la maladie. C'est 2 choses qui sont indépendantes et il faut gérer ces 2 choses. Le seul petit malus, du coup, c'est que bah, effectivement, les femmes en maladie hormonale ont plus de charge mentale, ce qui est beaucoup plus difficile pour elles, pas parce que tout simplement, elles doivent gérer les 2 parties. Mm. Chose que nous, déjà, en tant qu'hommes, on n'a pas à faire sur le SOPK, sur l'endométriose, sur la ménopause, sur tout ça. Et aussi, choses sur lesquelles les femmes qui n'ont pas de maladie bah, n'ont pas à faire non plus, du coup. Donc, techniquement, il y a ce genre de choses aussi où il faut le dire. Tout n'est pas relatif à la maladie et c'est important de trouver ce qu'il est et ce qui ne l'est pas pour avancer. Voilà. Et je retiens 2 choses super intéressantes. C'est bah, ouais, le fait qu'on mette tout sur le dos du coup bah, de la maladie. Et ça reste une forme de déni par moment. Et je trouve que du coup, être accompagné, suivi et remettre entre guillemets du rationnel là-dedans est important. C'est pour ça que moi, comme je le dis, hein, j'invite vraiment les personnes à se tourner, que ce soit sur des coachs ou des diététiciens ou même la combinaison des deux. Je trouve ça très bien des fois. Euh, pour remettre du rationnel là-dedans. Parce que, ben, tu l'as dit toi-même, en fait, chacun sa spécialité, entre guillemets. Mm. Et j'irai pas faire la compta de ma comptable, moi perso. Donc, Oui, ouais, voilà. clairement pas. Et, et à côté, du coup, elle est bien contente que c'est moi qui lui dis quand ça déconne au niveau de la diète. Donc, à un moment donné, en fait,
chacun un petit peu son taf, mais le fait d'être suivi, le fait d'être guidé et de remettre du rationnel là-dedans, ça aide et ça remet l'église au centre du village. Et ça, c'est vraiment important. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la charge mentale. Ça, c'est un fait. Les femmes ont une charge mentale largement supérieure aux hommes. Pas Clairement. plus tard que tout à l'heure, encore, j'en ai une qui me disait, je me suis fait engueuler par mon mari parce que j'ai pas mis assez de gras dans les haricots verts. Du coup, il n'était pas content. Il dit non, Ah, mais à un carrément. moment donné, stop, quoi. Enfin, Non, c'est mais clairement. c'est très Et- compliqué. Être une femme à notre époque, c'est pas simple. Avant, c'était pas simple, mais là, je trouve que maintenant, on leur met beaucoup sur le dos, beaucoup de charges, et par moments, les remerciements, ça manque un petit peu. Donc, Non, mais clairement, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai l'habitude d'avoir en coaching du coup des mamans, donc des mères de famille. Donc, il y a des enfants en bas âge, il y a des enfants qui sont ados, j'ai eu aussi. Voilà, moi, j'ai coaché voilà, pas mal de femmes et donc beaucoup de mères de famille. Et en fait, il y a de ça, c'est-à-dire qu'il y a le boulot, il y a la maison, il y a soi. Et effectivement, du coup, c'est un peu je suis sûr que tu l'as vu passer, c'est un peu le côté, on a tous les mêmes 24 heures, etc. oui. Non, on n'a pas tous les mêmes 24 heures. Moi, c'est ce que je leur dis aussi. Je dis par exemple, moi, je donne mon exemple parce que je suis vraiment aux antipodes en fait d'une mère de famille, si tu veux, en termes de style de vie et d'obligations et de responsabilités. Mais ce que je veux dire, c'est que je leur donne mon exemple. Je leur dis, bah moi, tu vois, si demain je m'impose à 15 000 pas par jour parce que je me dis, je veux booster un petit peu le projet, c'est pas quelque chose que je vais faire en coaching, quoi, parce que, et surtout pas une mère de famille avec un enfant en bas âge, etc., tu vois, parce qu'en gros, c'est pas possible. Il y a d'autres responsabilités, d'autres choses. Et en fait, on n'est pas du tout logé à la même enseigne. Alors, certes, c'est les mêmes processus physio qui fonctionnent. Mais en fait, ces processus physio, si on les met pas un tant soit peu dans la réalité, ça ne marche pas, en fait. Donc, c'est aussi, enfin, j'allais dire c'est aussi simple que ça. Mais finalement, dans le fond, est-ce que c'est simple? Bah non. Enfin, c'est sous le nez. C'est justement parce que c'est sous le nez qu'on le remarque pas, en fait. Mais c'est un peu ça. Ouais, mais je le vois souvent sur les femmes, sur le côté sportif, je peux pas faire de sport. J'ai dit, attends, t'as pas quoi déjà faire du sport? Et beaucoup, en fait, on va être sur les recommandations de l'OMS. Faut faire entre, voilà, 3 et 5 heures de sport par semaine à différentes intensités. Mais moi, je leur dis, mais je te rassure, hein, moi, je suis coach sportif. Les 3 à 5 heures, je les ai, mais parce que je suis coach sportif, en fait. Sinon, je les Ouais. aurais pas. Et je te demande pas d'avoir ça, en fait. Et comme je le dis, en fait, commence déjà juste peut-être par 5 à 10 minutes en fonction de ton temps, parce que peut-être que tu as tes obligations, tu as ton boulot, tu as ton mari, tu as ta vie de famille. Et très souvent, et ça on le voit, la dernière roue du carrosse, en fait, c'est elle. Et en fait, Mm. elle s'est complètement oubliée. Et moi, j'en vois, ça fait des fois 10 ans, 15 ans qu'elles se sont oubliées. Et elle se réveille un jour, elle me dit non, mais il faut que je fasse quelque chose, c'est plus possible. Ouais, Et déjà, totalement. voilà, prends du Et temps, pas. prends 5-10 minutes pour toi. Ouais, mais c'est ça. Et pareil, même pour la gestion des maladies aussi, hein. Comme ça fait intervenir l'alimentation, le sport, ça fait intervenir la santé, etc. Il y a ce côté-là aussi où, voilà, quand il y a le déclic de prendre soin de son SOPK ou de sa thyroïde, certes, donc il y a le traitement, il y a le médecin. Alors, traitement pour la thyroïde, le SOPK, c'est encore autre chose. Il y a des traitements qui existent, mais c'est un peu plus compliqué. C'est pas vraiment des traitements. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Mais Mm. en gros, ça existe aussi. Et en fait, on le voit, hein, c'est juste la mise en place de certaines choses. Parfois, c'est compliqué. Ça demande une remise en question de l'organisation. Ça demande aussi que l'entourage soit au courant. Moi, souvent, c'est une victoire, hein, comme je le dis. Je force pas. De toute façon, je force rien en coaching en soi. Faut Ouais, toujours que la personne ait son grain de sel à mettre parce que sinon, ça ira pas. ouais. Mais c'est ce que je dis. Je dis franchement, si tu en parles à ton entourage et que ton entourage est réceptif, alors réceptif, ça veut pas dire être d'accord, hein, ça veut dire être réceptif. Donc ton entourage est réceptif, déjà écoute ce que tu as à dire. Déjà, c'est une victoire parce que ça te facilite les choses. Et ça, c'est valable aussi dans le SOPK ou dans l'hypothyroïdie. Mm. C'est-à-dire que on gagne forcément à expliquer les choses à son Mm. entourage et à, du coup, en conséquence, justifier certains changements dans l'organisation. Et normalement, j'ai bien dit normalement parce qu'après, on a notre boulot et il y a une frontière à pas dépasser non plus. Mm. Mais normalement, effectivement, si la personne est dans une relation bien intentionnée, bienveillante, etc.,
techniquement, elle est censée quand même avoir certaines solutions ou être écoutée, etc. Encore une fois, notre boulot s'arrête ici si elle ne l'est pas, parce que nous, on peut pas aller T'inquiète dans pas. l'intime d'une personne comme ça, quoi, clairement, c'est pas, voilà. On n'est Mais ce pas que je veux dire conseiller par là, c'est que matrimonial, on n'est pas là pour gérer les affaires de couple là. Après, exactement, exactement. Mais c'est vrai que c'est une des choses que je vois qui pourrait en fait être considérée comme un frein. C'est ça en fait. C'est le fait de se dire, je suis toute seule dans ce combat-là, dans mon SOPK, et c'est pour ça que sur Instagram, même là, je l'ai dit tout à l'heure encore, sur Instagram, je dis, mais quand je fais des sondages, là, je vais faire une story tout à l'heure parce que j'ai envie de le faire, mais je vais dire, messieurs, votez en fait. Parce que vous n'êtes pas concernés directement, mais vous êtes concernés par le biais de votre femme, par le biais de votre mère, par le biais de votre cousine, de votre petite sœur, etc., de vos amis même, voilà. Donc en fait, vous êtes concerné parce qu'un jour ou l'autre, bah, si c'est votre femme ou si c'est votre mère et que vous y intéressez pas, un jour ou l'autre, ça peut ce problème de santé peut s'aggraver et ça peut vous revenir en fait directement dans votre quotidien à vous ou voilà tout à dans fait. ce voilà. Mais t'as tout à fait raison. Et en fait, l'environnement proche, s'il n'est pas au courant et s'il n'est pas, entre guillemets, engagé là-dedans, en fait, ça peut être contre-productif. Enfin, moi, je l'ai vu, Mm. hein, des femmes qui essayaient de faire des efforts, de rééquilibrer leur alimentation, et à côté, le mari qui venait, qui arrivait avec des grandes parts de pizza et en avant. Et elle me dit, mais en Mm. fait, c'est compliqué et je peux pas résister. Et je lui dis, mais j'ai envie de te dire, moi, on me met la pizza devant la tête, je résisterai pas non plus, hein. Je Ouais, vais pas te pareil. jeter la pierre. Donc, Pareil, moi j'en prends une part, moi. Facile. voilà, donc à un moment donné, c'est réussir à sensibiliser et à comprendre. Et après, bah, comme tu l'as dit, voilà, on n'est pas là pour faire refaire les couples. Et c'est aussi bah, dans ces cas-là, et je sais que voilà, personnellement, il y a toujours un travail. Et moi, c'est une des questions que je pose, hein, c'est est-ce que ton mari te soutient là-dedans? Et est-ce qu'il est Mhm. prêt à faire les efforts aussi avec toi pour mettre des changements en place ou pas? Parce que sinon, en fait, ben, je sais que ça va pas être Ça possible. peut être compliqué. Moi, ce que je dis, la phrase que je dis, moi, je pose pas cette question comme ça. Je pose la phrase en disant, il n'y a pas 36 solutions. Ton environnement, il y a deux choses. Soit ça va faciliter la tâche, soit ça va la compliquer. Et ensuite, j'explique ce que c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'en choix, je leur dis, bah, tu vois, ton SOPK, bon, ok, l'environnement, c'est quoi? C'est les relations amicales, c'est les relations familiales, c'est les relations intimes, c'est le boulot, c'est la maison, hein, c'est le lieu où tu habites, c'est les meubles, etc. Enfin voilà, c'est un petit peu tout. Et en fait, ça, c'est ton environnement. Et en fait, soit ça va les compliquer, soit ça va rendre la tâche plus facile. Et ce que je parle aussi, enfin, une des notions que j'aime bien aborder, c'est en termes de charge mentale, ce que moi j'appelle en gros dans le coaching l'effort perçu. L'effort Mais perçu pour moi, c'est pas vraiment l'effort. C'est l'effort perçu, euh, c'est la perception de l'effort qui est différente, alors que l'assiette en elle-même est pareil, ouais. est similaire. Et ce que j'explique, c'est en général, bah, je prends l'exemple d'une pizza, mais je pourrais prendre l'exemple d'autre chose. Ce que j'explique, c'est en gros, voilà, t'as une assiette que t'aimes bien, hein, pas de souci. Hein. Attends, je prends une assiette que j'aime bien comme ça, sardines, huile d'olive, quinoa, avec des poivrons revenus dans la poêle, tu vois. Bon, ça, j'aime bien. Donc, donc voilà, techniquement, on a ce repas-là. Et à côté, imaginons que bah, à côté, il n'y ait pas grand-chose, il n'y a rien. Enfin voilà, on mange tout seul, on mange avec quelqu'un qui est pareil dans le même délire, etc. Bon, voilà. Bah, en fait, on va se dire quoi? On va se dire, bah, c'est un mardi comme un autre, j'aime bien mon assiette, j'ai pas l'impression d'être en diète parce que je mange ce que j'aime bien, je mange équilibré, bon voilà, tout se passe bien, voilà. Mais imaginons demain, on a le meilleur pote ou un de nos potes bah, qui se ramène avec un gros kebab ou une grosse pizza juste à côté. Eh ben en fait, le contenu de l'assiette ne change pas. Le taux de protéines, lui, il n'a pas changé. La façon de Ça va. préparer n'a pas changé. Le taux de lipides, il n'a pas changé. Donc, physiologiquement, il n'y a pas de C'est ça. changement. C'est-à-dire qu'on va manger cette assiette, physiologiquement, on aura les mêmes apports. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va être plus dur. Et pourquoi ça va être plus dur? Bah, c'est pas parce qu'on a changé un aliment ou qu'on a changé une manière de cuisiner. C'est juste parce que on a à côté de nous une personne qui, en fait, a rendu la perception de l'effort plus difficile. En fait, c'est ce que j'explique, c'est l'effort perçu. Alors évidemment, après, il faut, en fonction des gens, il faut certains seuils. C'est-à-dire que, comme je dis, les extrêmes sont pas bons. Il faut pas dire non tout le temps. Il faut pas dire oui tout le temps. Il faut vraiment un juste milieu. Parfois, c'est oui.
parfois c'est non. Ça dépend des événements, ça dépend du seuil. Mais en tout cas, effectivement, l'effort perçu, c'est quelque chose où voilà, ça peut venir avec ça. Et ça peut aussi venir avec des adaptations métaboliques. Mais bon, ça, c'est quand on a déjà démarré la perte de poids, qu'on a déjà Ouais, perdu 5, 10 ouais, kilos. Là, il y a des adaptations et là, effectivement, c'est autre chose. tout à fait, tout à fait. Et oui, il y a des moments où il faut dire oui, il y a des moments où il faut dire non. Ça, c'est un gros travail et c'est un gros travail de mindset, d'estime, de confiance en soi pour assumer ce qu'on veut et nos choix. Et ça, c'est important à le comprendre. Et donc, du coup, toi, par rapport à ton expérience et par rapport à tout ce qu'on a dit déjà depuis le début, Ouais. on t'accompagne une femme qui arrive la première fois, qui me dit, voilà, j'ai un SOPK, voilà pourquoi pas mes analyses et autres. Voilà, j'ai pris du poids, Ben, ok. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu mets en place et qu'est-ce que tu conseilles sur les premiers temps? Alors, bah, ça va dépendre beaucoup du profil, en fait, parce Même si c'est qu'effectivement, individualisé, je suis d'accord. de quoi? Même si ça va être très individualisé parce que chacun est Ouais. différent. Bah, carrément, ouais, carrément. Ah, Non, pour voilà. le SOPK, en gros, c'est vrai que si on vient me voir en me disant, voilà, j'ai le SOPK, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà, moi, première chose que je fais, c'est que je vérifie le diagnostic. Alors, je suis pas médecin, je suis pas endocrino, mais en Mm. fait, c'est toujours bien, c'est OK. Est-ce que tu as bien eu les trois critères? Est-ce qu'on a bien, t'as fait une écho? OK, ouais, ça c'est bon. Est-ce que tu as eu des analyses cliniques pour les parandrogénie? OK, ça c'est bon. Au niveau des cycles, ça se passe comment? Donc, voilà, ça c'est bon aussi. Donc, en gros, on vérifie un petit peu où ça en est. Évidemment, on demande les objectifs de la personne parce que c'est pas forcément les mêmes. Je sais qu'en SOPK, il y a des problèmes de fertilité, mais moi, j'accompagne des femmes qui, en fait, elles n'ont pas de désir de grossesse. Donc, Mm. si tu veux, il n'y a pas vraiment ce problème derrière où, bah, voilà, il faut régler incessamment sous peu le problème de cycle ou quoi que ce soit. Mm. Mais en gros, voilà. Donc, déjà, il y a une vérification sur le SOPK. Ensuite, il y a une vérification sur bah, du coup, forcément, qui va avec, c'est le type de SOPK. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différents types de SOPK. Et donc, du coup, moi, je regarde un petit peu, OK, quel type de SOPK il y a. Est-ce que c'est plutôt le A, le B, le C, le D? Et en fait, en fonction du type de SOPK, ensuite, il y a effectivement bah, certaines choses à mettre en place, que ce soit sur le plan diététique, que ce soit sur les compléments, etc. Qui vont être soit mis en place, soit pas mis en place. Moi, je fonctionne après avec un très très gros dossier qui est en PDF. Mais en fait, le but du dossier, c'est de donner les informations à la personne sur les notions qu'on va travailler durant tout le coaching. Ça veut dire que le but, c'est pas de mettre tout en place en même temps. C'est Ouais. crescendo en fait. Sinon, ça va être comme je dis, sinon, ça va être très compliqué. Moi, là, sur le SOPK, je pourrais te mettre 15-20 trucs à faire qui pourraient être potentiellement intéressantes. Sauf que si tu le fais du jour au lendemain, tu vas juste, moi c'est ce que je dis, hein, tu vas juste péter un câble. J'utilise bien les termes, hein, tu vas péter Ouais. un câble et ça va juste rien faire. Donc Là, la effectivement, perception d'effort, on va être à 10. ah bah là, même à Direct. 12 là. Même à 12 pour le Ouais. coup, là, ouais, on va être très très haut. Donc moi, ce que je leur dis effectivement, l'objectif, c'est de, voilà, de mettre en place ça. Ensuite, en règle générale, s'il y a une perte de poids, en fait, si tu veux, je fais la différence entre ce qui est relatif au SOPK et ce qui ne l'est pas, et ce qui est relatif à la perte de poids. On met en place, il y a un calcul des apports énergétiques classique. Il y a un déficit calorique qui est mis. Souvent, je mets du modéré, je mets pas du léger parce que c'est contre-productif. Si tu veux, on pourra un petit peu en parler pourquoi je dis ça, mais en gros, c'est contre-productif. Je mets pas de l'agressif parce que bah, du coup, bon, ça, je pense que on est tous les deux. On n'a pas besoin de trop expliquer, mais c'est aussi contre-productif de mettre de l'agressif, surtout sur une très longue période. À la limite, si c'est sur une période très courte, pourquoi pas. Mais bon, si c'est sur une période longue, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc je mets en général du modéré. Et après, Ah, attends. T'as ton micro qui a déconné là? Bouge pas, Max, là. T'as ton micro qui a lâché, je pense. Je t'entends plus. ah zut, moi je t'entendais. Là, c'est bon. C'est bon. Attends, je regarde. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Nickel. Du coup, ça a coupé à partir d'où sur le. Juste après, voilà, qu'il faut pas de restrictions agressives. Ouais, voilà. Il faut pas de restriction agressive parce que sur le long terme, ça marche pas. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, ensuite, je mets en place une sorte de to-do list en fait, alimentaire, journalière ou hebdomadaire. Et en fait, c'est là-dedans souvent qu'il va y avoir le plus de choses. Alors, il y a pas tout là-dedans, il y a d'autres choses encore, mais c'est là-dedans qu'il va y avoir le plus de choses
notamment en termes d'alimentation, de nutriments, en termes de style de vie aussi, d'habitude, etc. Et là, pour le coup, ça va être extrêmement personnalisé non seulement à la personne, mais aussi à la pathologie. Donc, ça va Mm. dépendre aussi des nutriments, des insuffisances, des carences, tout ce qui est relié aussi aux symptômes, puisque durant l'entretien, dans la fiche de renseignement, il y a quand même les symptômes qui sont abordés. Voilà, donc la digestion, le sommeil, les différents symptômes au niveau des cheveux, au niveau de la peau, au niveau de la fatigue, au niveau de... Voilà, pas vraiment beaucoup, beaucoup de points, tout simplement. Et puis évidemment, du coup, bah, là, c'est mis dedans avec voilà, certains nutriments, certaines consommations, certaines choses à mettre en place dans le style de vie. Des fois, ça peut être quelque chose qui n'est pas du tout relatif à l'alimentation. Ça peut être un truc pour améliorer le sommeil, par exemple. Ça peut être quelque chose pour marcher en termes de pas, pour faciliter en fait le déplacement et lutter contre la sédentarité. Ça peut être voilà, ce genre de choses. C'est pas forcément que l'alimentation en elle-même, c'est aussi le style de vie. Mais voilà, tout ça, ça va être mis en place. Et en fonction du type de SOPK, bah, du coup, effectivement, déjà, on va avoir la perte de poids qui va être un traitement thérapeutique important. Donc, on va déjà mettre en place les bases. Et en fait, ce que j'essaye le premier point, moi, que j'essaye de faire avec une femme sous maladie hormonale, c'est, alors, dit comme ça va paraître un peu, voilà, c'est en totale bienveillance, mais c'est un peu de briser ses croyances. Briser ses croyances, c'est quoi? C'est de mettre une dissonance cognitive. Faire Mm. en sorte qu'il y ait une dissonance cognitive. Et comment je m'y prends? Je lui montre qu'elle perd du poids en 2 semaines, en 3 semaines, en un mois. Pas forcément beaucoup, hein. Elle perd du 1 kg dans le mois, c'est bon. La dissonance est créée. C'est parce qu'en fait, elle a le SOPK ne partira pas, il restera. Le fait qu'elle puisse déjà voir que en se concentrant sur la base, elle peut perdre ses 1 kg, ses 2 kilos. Eh bien déjà, ça crée une sorte de... Ça reboot un petit peu le système, où il se dit, mais attends, comment c'est possible que je n'y arrive pas? Et là, en me concentrant sur la base qui n'a même pas l'air d'être spécialisée sur la maladie hormonale, je perds du poids. Et donc, en fait, elle sera beaucoup plus enclin, quelque part, derrière, à remettre en question certaines croyances Ouais. et à faire certaines choses. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que bah, du coup, on va pouvoir aborder tout ce qui est micronutrition, tout ce qui est diététique lié au SOPK beaucoup plus facilement une fois que la personne, elle aura perdu un petit peu de poids. Et quand je dis perdre un petit peu de poids, c'est je fais pas exprès de le faire perdre 2 kilos en 2 semaines, exprès pour, voilà, on va très vite, pas du tout. Ne serait-ce qu'un kilo, je dis en 4 semaines, ce qui est pas forcément énorme, mais en fait déjà ça, c'est une belle victoire parce que moi, j'ai des femmes qui viennent, ça Ouais. fait 1 an, 2 ans qu'elles n'ont pas de résultats et voilà quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le premier point que je mets en place, c'est la dissonance cognitive. On crée Mm. un peu de résultats et ensuite tout de suite on va apporter les modifications sur le SOPK, sur Hashimoto. Hashimoto du coup c'est l'hypothyroïdie auto-immune la plus fréquente, voilà. Et ça, du coup, ça va demander une charge mentale supplémentaire. C'est pour ça qu'on ne le met pas au début. Parce que du coup, on va vérifier certains nutriments. Ça peut être le calcium, ça peut être le fer, ça peut être le zinc, ça peut être la vitamine D, ça peut être la vitamine B9 souvent. Là, je le vois de plus en plus, la vitamine B9, je ne pensais pas, mais là, en ce moment, c'est assez fréquent. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses comme ça où là, on va faire un petit peu plus attention. Et comme ça demande une charge mentale plus importante, on évite de le mettre tout de suite dès le premier jour dans le coaching. Et en plus de ça, la personne est déjà satisfaite parce qu'il y a déjà une perte de poids, elle sait qu'elle en est capable, elle a repris un petit peu confiance en elle, elle sait que ça va le faire. Donc on peut se permettre d'avancer sur certains nutriments, quoi. En gros. Mm. Et l'erreur qu'on voit souvent, je pense, c'est que, et on en discutait en off juste avant, c'est que la plupart, et alors, problème des réseaux, je pense aussi, mais bah, vont d'abord se concentrer sur voilà, les vitamines, le zinc, le fer et autres, et vont occulter complètement la base. Et du coup, elle me dit, mais j'ai essayé, machin, ça marche pas. Alors qu'en fait, bah, le problème vient juste de la base déjà, au départ. Je trouve ça hyper drôle ce que tu viens de dire. Je trouve ça très rigolo parce qu'en fait, je fais l'inverse. Moi, Ouais, j'occulte, moi, j'occulte la maladie voilà, sur la première semaine, la deuxième, la c'est ça. troisième. Je consolide la base. C'est Hmm. aussi pour rendre autonome parce que, tu sais, dans 5 ans, les personnes, elles seront Ah, plus avec voilà, ouais. nous. Faut pas qu'elles reviennent. Enfin, moi, j'ai envie de suivre des femmes Ah, mais comme différentes. Elles aujourd'hui, savent moi, pas, c'est j'ai pas envie quand que- j'arrête de les voir, je suis bien content. Ouais, mais c'est ça, exactement. Et c'est pas du tout méchant envers elles, bien au contraire. C'est justement de dire, bah, en fait, tu es autonome pour gérer. Et sauf que pour gérer, bah, il y a certaines femmes déjà qui doivent revoir les bases. Parce qu'en fait, les bases, c'est pas parce qu'on a une maladie hormonale qu'elles s'annulent. Et moi, justement, au début,
C'est un petit peu ça. Dans le dossier, mais elles savent que c'est personnalisé parce que, encore une fois, dans le dossier, tout est marqué. Donc, en fait, elles ont bien conscience qu'il y a vraiment quelque chose sur la maladie hormonale. C'est pas quelque chose de simple. Mais en pratique, dans les premières semaines de coaching, elles n'appliquent pas ce qui est relatif à la maladie hormonale dans le dossier. Il y a le dossier est là, elles sont au courant qu'elles vont devoir faire attention à telle vitamine à un moment donné, qu'elles vont devoir faire attention à un truc à un moment donné, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et il y a des notions à travailler d'abord qui vont demander du temps et de l'énergie. Ce temps et de l'énergie, bah, voilà. Moi, c'est comme je dis, la charge mentale, c'est une jauge. C'est comme un jeu vidéo, hein, c'est une jauge, Ouais. hein. Et les actions, soit ça consomme gravement ta jauge, soit ça la consomme pas. Et l'objectif, c'est de mettre des actions en place qui sont efficaces et qui consomment le moins possible ta jauge. Et c'est ça l'objectif en fait du truc. C'est le ratio efficacité coût. C'est ça le truc, c'est coût, efficacité. Et bien évidemment, après, ce que je dis aussi, parce qu'il faut être honnête, de toute façon, une perte de poids, c'est toujours plus galère, c'est toujours une charge mentale de plus que si on ne perdait pas de poids. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas possible de faire autrement. Une maladie hormonale qui ne guérit pas, comme Hashimoto, le SOPK, c'est toujours une charge mentale supplémentaire et largement supérieure à quelqu'un qui n'en a pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on fait en sorte de faire des efforts, mais d'un autre côté, mettre un seuil quand même qui soit durable, en fait. Bah, qu'il soit viable, de toute façon, ça, Ouais, bah oui, totalement. c'est la règle d'or, j'ai envie de dire. Et c'est le problème des résultats trop rapides par moment, c'est que bah, généralement, ils sont faits de manière un peu trop violente, et donc du coup, bah, tout se brise Mm. un petit peu comme un château de cartes, malheureusement. Bah, clairement. De toute façon, plus c'est rapide, en plus de ça, plus on a les adaptations, elles sont plus importantes aussi. Ouais. Plus d'adaptations plus importantes veut dire aussi des probabilités de reprendre du poids plus grandes et puis surtout de conserver ce qu'on a obtenu, enfin, c'est plus difficile en fait. Ah oui. Donc voilà, mais c'est typiquement l'effet yo-yo, en fait, ça s'appelle pas l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, typiquement, c'est juste une appellation de la symptomatologie de la reprise de poids. Mais techniquement, l'effet yo-yo, c'est juste une mauvaise. Moi, c'est ce que je dis, hein, je dis l'effet yo-yo n'existe pas. Ce qui existe en réalité physiologiquement, c'est la mauvaise gestion des adaptations métaboliques. C'est Ah, ça l'effet yo-yo. C'est que ça. Il n'y bah a oui. rien d'autre qui joue sur l'effet yo-yo. C'est vraiment Bah que la oui. mauvaise gestion des adaptations métaboliques. Moi, comme Et je le dis, l'effet yo-yo, c'est ni plus ni moins, en fait, c'est vous faites le yo-yo avec votre corps parce qu'en fait, vous faites le yo-yo avec vos habitudes de vie. Vous passez d'une habitude de vie hyper restrictive, hyper, par moment, comment dire, euh, hyper cadrée, à après des habitudes de vie où, en fait, ça devient Bagdad. Et j'aime bien prendre l'exemple de l'équilibriste, le funambule. Je me Mhm. dis, il est pas droit sur sa corde et il avance pas droit pile poil. Non, c'est un enchaînement de déséquilibre, un coup à droite, un coup à gauche, qui le permet d'avancer. Et en fait, il Ouais. faut vraiment voir Bonne la image. vie et l'équilibre alimentaire ou même les équilibres de vie de cette manière-là. Parce que si on tire d'un côté, on tire de l'autre tout le temps, bah oui, effectivement, on se casse la gueule, c'est tout ce qu'on fait. Ah non, mais totalement d'accord. C'est une très bonne image d'ailleurs. C'est une très très bonne image parce que c'est valable pour tout, que ce soit pour les calories, que ce soit pour les apports, les nutriments. C'est une très très bonne image et notamment moi ce que j'aime dire aussi, ce qui se rapproche de ça, c'est par exemple on n'obtient jamais l'intégralité de notre micronutrition dans une même journée. Ça n'existe pas. Voilà. C'est Ah impossible. C'est non, impossible. C'est impossible. Là, demande à une femme sportive qui a des règles un petit peu trop abondantes d'avoir ses 16 milligrammes de fer. Je peux t'assurer qu'elle ne va pas y arriver. ah non, Elle va ça- pas y arriver. 16 milligrammes, je sais pas si on se rend compte, à moins qu'elle consomme du foie de porc. Mais oui, je connais très peu de femmes qui consomment 100 grammes de foie de porc par jour. Déjà de voilà. 1 parce que elles aiment pas en général. Et Voilà, ils puis sont de pas 2, c'est d'accord. parce que voilà. Et puis de 2, après faut faire attention aussi parce que le fer se trouve partout. Donc en soi, ça reste très dosé le foie de porc quand même. Mais tout ça pour dire que 16 milligrammes de fer par jour, je sais pas si les gens se rendent vraiment compte de ce que ça fait, parce que quand on connaît les apports nutritionnels des aliments, euh, 16 milligrammes de fer par jour, c'est largement plus d'un demi-kilo de bœuf, hein. Je sais pas si on Ouais, se rend voilà, compte, c'est faut encore mieux. changer quand même, hein. Ah, mais c'est très chargé, Ouais, c'est voilà. extrêmement chargé. C'est pour ça qu'il faut mélanger. Bon, là,
petite parenthèse, mais il faut mélanger le fer animal et végétal, c'est plus Oui, facile et ça s'absorbe mieux. tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est plus simple. Mais sur ça, c'est vrai que l'équilibre, c'est toujours, comme tu as dit, une succession de petits déséquilibres Hmm. à droite et à gauche. Et voilà. Et c'est pareil pour même chose en maladie hormonale, en fait, ou même chose en Hashimoto. Mais très intéressant que tu sois venu sur cette idée de micronutrition qu'on met en avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, les marques de compléments alimentaires spécial SOPK et spécial thyroïde ont vu le jour. C'est parce Ouais. qu'en fait, on a décidé, sans fondement scientifique du jour au lendemain, que en fait, des molécules dénuées d'énergie, donc dénuées d'ATP, dénuées de calories, en fait, on a décidé que c'est elles qui allaient dicter si on allait prendre ou perdre du poids, alors que c'est impossible, c'est-à-dire qu'en fait, ça va dicter certains signes cliniques si on est en carence, certes, ça va dicter certains métabolismes, mais factuellement, au même titre une insuffisance de sommeil est néfaste, bah, techniquement, on est quand même capable de perdre du poids, même si on a fait une nuit blanche. C'est la même chose pour les nutriments. Techniquement, on est capable de perdre du poids, même si on est en insuffisance. Et en gros, c'est juste pas bénéfique. On est d'accord, hein, c'est pas la Voilà. bonne manière de faire. Mais techniquement, physiologiquement, ça se produit. Voilà. Physiologiquement, ça se produit, mais simplement, voilà. Euh, J'ai envie de dire, on joue beaucoup maintenant de toute façon sur la détresse des personnes. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le SOPK, mais on va le voir peut-être arriver pour ces personnes-là. Tu as vu tout ce qui se passe avec l'Ozempic, le Wegovy et autres? Ouais, Ouais. totalement. Je me J'en ai souviens un fait un petit peu. sujet il n'y a pas longtemps et moi, je le vois de plus en plus, en fait, des médecins, des diabétologues commencer à prescrire ça comme si c'était en fait des prospectus et en disant, mais ça va régler tous vos problèmes, allez-y, feu, et en plus, vous n'avez pas besoin de forcer. Mais tu te dis, non, mais en fait, là, ils sont en train d'infantiliser les gens Hmm. d'une manière vraiment qui fait peur. Ah, mais ça fait tellement peur parce que, en soi, c'est même pas une question d'efficacité, c'est aussi une question de. Bon, là, moi, c'est plus une question de mentalité quelque part, mais c'est plus aussi une question de se dire, bah, finalement, on veut quelque chose et on va pas faire des efforts pour l'avoir. Mm. Et le problème, c'est que du coup, comment ça se répercute? C'est pour ça que la désinformation, moi, je lutte un peu contre ça aussi dans la santé féminine sur mon Instagram. Parce Mm. qu'en fait, que ce soit d'ailleurs la contraception, là je suis en plein dessus sur la tumeur au cerveau, donc les méningiomes. Moi-même, je suis surpris des chiffres, donc j'ai hâte de partager. J'ai hâte de partager. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a beaucoup de désinformation et malheureusement, si on commence à dire aux femmes et qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour avoir telle ou telle chose, ben, en fait, le jour où elles vont avoir une maladie comme le SOPK, comme l'hypothyroïdie, où le jour elles vont arriver à la périménopause, donc où la ménopause va commencer à s'installer, etc. Ben, en fait, il y aura ce dogme un petit peu de croyance vivante que non, non, on n'a pas besoin de faire des efforts, on n'a pas besoin de changer quelque chose pour avoir en fait une meilleure santé, pour avoir des résultats, etc., etc. Et en fait, le problème, c'est que, et je pense que tu seras d'accord avec moi pour le coup, euh, nous, dans notre profession, on le voit, c'est-à-dire que on a beau avoir toute la bienveillance du monde, si la personne ne met pas en place certaines choses et ce qu'on essaye de demander, alors certes, on va s'adapter, mais même si malgré l'adaptation, il n'y a rien qui est mis en place, malheureusement, il n'y a rien qui évolue en fait. Et, Ah euh, ben, et je suis ça, d'accord. malheureusement, je trouve que la culture, entre guillemets, l'oubli de l'effort, ça a son lot ça a son lot un petit peu de problèmes en fait derrière, quelque part. Et c'est pour ça que les compléments se vendent si bien aussi, hein. C'est Ah oui, le côté prendre une gélule, prendre deux gélules, je règle ma carence et puis tout mon métabolisme se remet bien, quoi. C'est c'est un peu ça. ce côté-là. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi parce que enfin, moi, comme je le dis, hein, moi, les filles, quand elles me disent ouais, super, grâce à toi, j'ai perdu ça, je me suis affiné, machin, je dis ouais, super, bravo. Mais en fait, c'est pas grâce à moi. C'est toi qui as Mm. fait les choses. Moi, je t'ai juste donné un cadre, un guide et je t'ai écouté et je t'ai trouvé des solutions. Mais j'ai dit, mais c'est pas moi qui tiens ta Mm. fourchette, c'est pas moi qui fais les séances à ta place. J'ai dit, c'est toi. Donc, Non, mais clairement. c'est une base. Là, déjà, faut vraiment comprendre. Et moi, j'ai envie de dire, c'est une autre base. C'est-à-dire que chaque action entraîne une conséquence et une réaction. Donc, à un moment donné, en fait, si tu veux que les choses changent, mais il va falloir que tu fasses les actions qui vont avec. Point barre. Ouais, Et totalement. en fonction d'eux, prends les efforts que tu es, toi, en capacité de mettre actuellement
Et après, ben, on plug petit à petit pour que ça puisse tenir, tout simplement. Exactement. Et c'est pour ça notamment que je m'inscris pas forcément, alors pas surtout évidemment, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, hein, sinon voilà, mais je m'inscris pas forcément en corrélation avec pas mal d'associations sur le SOPK ou sur voilà, d'autres types de maladies hormonales féminines. Parce qu'en fait, il y a, alors ce que je trouve très très bien, c'est qu'il y a un côté partage, il y a un côté Mhm. évidemment écoute, bienveillance qui est très 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 bénéfique. Et en fait, derrière, ce que je trouve un petit peu moins bien, bon après, rien ne peut être parfait, mais ce que je trouve un petit peu moins bien et qui mériterait de la remise en question, c'est les informations en fait sur le plan médical et nutritionnel que vont donner ces associations, mais aussi sur l'impact en fait l'impact que les femmes peuvent avoir sur elles-mêmes en fait. Et moi, La c'est ce que je dis en général. responsabilisation. Voilà, c'est ça. Je leur dis, vous êtes capable. Moi, j'essaie de répéter souvent cette phrase. Vous êtes capable. Vous êtes capable, pourquoi? Parce qu'en fait, oui, c'est plus difficile. Ça, on n'est pas en train de l'ignorer. Oui, il y a des choses spécifiques. On n'est pas en train de l'ignorer. Ce qu'on est juste en train de dire, c'est que c'est pas parce que c'est présent qu'en fait, vous êtes incapable et que c'est impossible. C'est le cas. Et en fait, du coup, c'est pour ça que généralement, euh, pour le SOPK, notamment au niveau des assos, il y a une partie que j'apprécie et puis il y a une partie que j'apprécie quand même un peu moins, tu vois. Donc voilà, c'est un petit peu le côté. Pareil pour les compléments au passage, hein. Oui, voilà, Les c'est compléments, ça. c'est pareil, c'est le même truc. Le côté, beaucoup de compléments qui servent à rien et d'autres qui servent. C'est toujours pareil, c'est jamais 100%. Tu as des molécules qui sont intéressantes et puis derrière, ils vont sortir trois quatre compléments. On se demande ce qu'ils font là, Ouais, hein, parce que ça sert à rien, quoi, tout simplement. C'est clair. pas la priorité. Voilà. Toujours, toujours. Et donc, du coup, si on a besoin de plus d'informations, si on te cherche, où est-ce qu'on te trouve? Alors, du coup, essentiellement sur Instagram, que sur Instagram en ce moment. J'avais aussi un site internet, mais c'est juste un site vitrine et alors actuellement il est en maintenance, donc voilà, je dois m'en occuper. Mais voilà, essentiellement sur Instagram, Love Your Nutrition, avec un petit tiré du bas du 8. Ouais, sinon, on ne tombe pas sur L'objectif. la même personne. De Faire gaffe. quoi? Sinon, on ne tombe pas sur la même personne. Ouais, exactement. Je crois que, je sais pas s'il y en a un autre, mais je crois que j'avais vu que Il effectivement y il y en a avait. un autre, il y en a un autre où c'est pas attaché, mais c'est américain. Voilà, voilà. Bah, c'est Voilà. peut-être pour ça que j'avais ce nom en mémoire. Mais du coup, ouais, avec un petit tiré du 8 attaché petit tiré du 8. Et en gros, l'objectif sur mon Insta, c'est bien sûr de promouvoir mes accompagnements, mes coachings, mon activité, mais c'est aussi Mhm. de donner des informations fiables pour que tout simplement les femmes fassent les bons choix sur la santé féminine en général. Donc, on aborde le SOPK très souvent, on aborde bien sûr la thyroïde très souvent, bien entendu la perte de poids et le métabolisme humain très souvent aussi. Mais comme là, par exemple, on aborde aussi d'autres problématiques. Parfois, c'est le SPM, parfois, c'est la ménopause. Actuellement, c'est la contraception, où là, j'ai fait un post sur les thromboses, sur le risque de thrombose. Actuellement, ça sera sur le risque de méningiome. Et après, on m'a demandé sur le risque du cancer du sein. Bon, j'ai déjà les données, donc ça va être plus ou moins rapide, mais on va dire que du coup, voilà. Donc, c'est sur la santé féminine en général. Je m'occupe en coaching essentiellement du coup de femmes, que ce soit sur la ménopause, le SPM, donc le syndrome prémenstruel, le SOPK, l'hypothyroïdie, donc notamment Hashimoto et autres, et bien évidemment aussi en perte de poids. Et voilà, donc c'est essentiellement là-dessus. Donc c'est beaucoup d'informations couplées à de la, voilà, souvent couplées à des retours de coaching, d'expérience de femmes, voilà, tout simplement. Et comme je dis, de toute façon, si vous avez un peur à un moment donné d'oublier le underscore, vous allez dans la description de toute façon de cet épisode. Il y aura tous les liens en description. Donc, tapez dedans, vous le retrouverez rapidement. Il n'y a pas de souci, vous allez voir. Et comme ça, vous pourrez avoir pour le coup des informations qui sont structurées et qui sont sourcées. Nickel, nickel, Donc, nickel. génial. Merci à toi encore, Maxime, parce que Avec on plaisir. a pris pas mal de temps, on a balayé énormément de sujets, plus que ce que je pensais, donc c'est vraiment top. Et Ok, hâte de pouvoir nickel. continuer à échanger avec toi une prochaine fois. Bah écoute, avec plaisir, je te remercie pour ton invitation, bien sûr. Et puis bah moi c'est toujours un plaisir hein, de parler de ça. Je pourrais le faire pendant 5 heures s'il fallait. Donc Là, j'ai c'est pas 5 avec heures, grand, grand plaisir. mais me branche pas parce que ça serait possible. Ça va finir par arriver un de ces quatre, c'est ça. T'inquiète, t'inquiète, on va le battre le record, c'est cool. Ah mais clairement. Bah, Donc, je te remercie en tout cas pour l'invitation. Et puis bah quand tu veux, sur un autre sujet, sur ce que tu veux, voilà, ça sera avec plaisir. yes, génial. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu te rends compte maintenant que oui, la SEPK
va avoir des effets qui vont avoir pour conséquence par moment une prise de poids, mais que ce n'est pas une fatalité. Et comme Maxime et moi, on l'explique durant cette vidéo et que l'on échange, c'est simplement en fait une conséquence des effets secondaires de la SOPK. Mais que par contre, il y a des solutions et que avant de regarder les compléments et vraiment que la maladie, il va falloir regarder aussi l'ensemble des choses pour pouvoir voir clairement si le problème vient de la SOPK ou si le problème en fait vient simplement de tes habitudes de vie actuellement. Si tu souhaites revoir tes habitudes de vie, discuter, faire le point, n'hésite pas, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Tu auras accès à mon challenge de 21 jours et surtout à un appel d'orientation avec moi ou un de mes associés pour pouvoir discuter et faire le point sur qu'est-ce que tu peux mettre en place pour réussir. Et si tu veux avoir plus d'informations sur le contenu de Maxime qui est juste dingue, alors clique sur le deuxième lien en description. Tu auras accès à sa page Instagram. N'hésite pas à t'abonner parce que franchement, il fait un contenu au top. Dans tous les cas, rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.